Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle de la transition écologique et sociale. Et pour traverser cette transition, on a besoin de tisser des liens. C'est ce dont on va parler avec vous, Pablo Servigne. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un chercheur indépendant, auteur, conférencier. Vous vous êtes fait connaître avec Comment tout peut s'effondrer en 2015. Un livre qui est devenu un best-seller, fondateur de la collapsologie. On vous a donc classé aussi parmi les collapsologues, mais vous travaillez aussi et beaucoup sur l'entraide. Justement, vous publiez aux éditions Les Liens qui libèrent le réseau des tempêtes manifeste pour une entraide populaire. Vous voulez braquer les projecteurs sur la participation citoyenne à la gestion de crise et vous livrez des clés pour la cultiver, faire en sorte que chacun puisse y trouver sa place à l'opposé du repli sur soi. Expliquez-nous, Pablo Servigne. Oui, en fait, on a découvert que lorsqu'il y a des catastrophes, il ne se passe pas du tout ce qu'on croit. On croit que c'est le chaos, la panique, le chacun pour soi, qu'il y a des vols, des pillages, etc. Comme on voit souvent d'ailleurs dans les médias, mais c'est des croyances. En fait, les scientifiques, les psychologues et les sociologues des catastrophes, quand ils récoltent les témoignages des rescapés, ils observent que, il n'y a pas de panique, ou très rarement. Il y a de l'auto-organisation, du calme, de l'entraide, de l'altruisme. Et c'est magnifique, il se passe plein de choses avant l'arrivée des secours. Et donc, les catastrophes amènent de l'entraide. Et ce qu'on a découvert aussi, avec les scientifiques, les études qu'on mène, dans plusieurs terrains dans le monde, partout, de tout type de catastrophes, c'est que la qualité des liens sociaux que la population a avant les crises fait que, plus la qualité est bonne, oui, plus on traverse les crises avec moins de victimes, moins il y a de victimes plutôt, et plus la reconstruction est facile, plus la résilience psychologique est facile. Et ça, c'est la qualité des liens entre voisins, horizontaux, les liens horizontaux, et les liens verticaux aussi. La qualité de la confiance envers les autorités. Alors, ce que vous dites aussi, et surtout d'ailleurs, c'est que le lien social devient, dans des moments de crise, notre meilleure stratégie, c'est ce que vous expliquez, et que préparer des tempêtes, cela peut tout simplement améliorer nos vies. Oui, je vais vous amener 2 fables, vous les connaissez, c'est la cigale et la fourmi. Ouais. La cigale arrive, elle n'a rien foutu, et quand l'hiver vient, la fourmi ferme la porte. Et vous avez de l'autre côté les 3 petits cochons. Et quand les tempêtes arrivent, ou le loup arrive, ou on pourrait dire la montée des fascismes, pourquoi pas, les deux premiers petits cochons arrivent dans la maison du 3e, qui est encore solide, et le 3e petit cochon laisse la porte ouverte, contrairement à la fourmi qui la ferme. Pourquoi, à votre avis, la porte reste ouverte entre les cochons et la fourmi ferme la porte? La différence, elle est simple, c'est qu'ils sont frères avant la catastrophe. Ouais. La qualité, la densité des liens sociaux avant la catastrophe est fondamentale. Et c'est maintenant, en fait, elles ont déjà commencé en quelque sorte, les catastrophes. Donc c'est maintenant qu'il faut tisser du lien social. Et c'est l'inverse de la posture de repli survivaliste, qui a souvent été caricaturée, mais en gros, c'est le bunker. C'est on fait des stocks de conserves, on se replie et on coupe les liens, en fait. Et ça, pour moi, c'est de la fragilité. Ça amène de la fragilité, ça amène de la division, du chacun pour soi. Et finalement, on détruit la société, en quelque sorte, on s'individualise avant même les catastrophes. Et la posture inverse, que j'appelle supervivaliste, oui, c'est de tisser du lien, plus de liens en préparation aux crises. C'est-à-dire, si vous vous préparez et vous perdez des amis, c'est que vous êtes sur la mauvaise direction. Alors justement, comment on fait pour agrandir son réseau? Comment on fait pour approfondir ses liens? Vous donnez des outils aussi dans ce livre. Oui, j'analyse un peu tous les types de liens qu'on peut avoir. Et je reprends la différence entre les liens horizontaux et les liens verticaux. Prenons les liens horizontaux, par exemple. Ça peut être les voisins, ou ça peut être des liens d'affinité avec la famille, les amis, des gens avec qui vous militez politiquement, avec les clubs de foot, peu importe. Donc il y a les liens affinitaires et les liens que j'appelle voisinataires.
Mais c'est très différent, parce que les liens affinitaires, c'est facile de s'entraider, c'est facile de se regrouper et de créer des assos, on peut faire des projets communs, on peut faire plein de choses. Par contre, les voisins, c'est plus difficile. Les voisins, parfois, on n'a pas envie de les voir, parfois, ils votent pas comme nous, ils sont un peu... Pas spécialement des amis, quoi. Ouais. Et moi, ce que j'ai découvert, parce que j'habite dans la montagne, et c'est un milieu un peu hostile, il fait froid en hiver, il n'y a pas beaucoup de gens, c'est que... Parfois, quand le milieu est hostile ou qu'il y a une catastrophe, il vaut mieux s'entendre avec ses voisins qu'avec ses propres idées. Autrement dit, celui qu'on trouve un peu con, en fait, il a peut-être de quoi nous aider et on peut s'échanger. Une tronçonneuse, aller faire des courses ensemble, etc. etc. Et donc, voilà, c'est vraiment prendre soin de la qualité de tous nos liens. Et ça peut être des petits projets. On peut faire un potager de quartier, on peut faire une fête entre voisins. Ça peut être des liens légers ou des liens très denses. Et donc, c'est une invitation à cartographier vos liens et à prendre soin de tous ces liens. Alors, finalement, c'est un discours qui est plus réceptif aujourd'hui, Pablo Servigne, avec la menace russe, avec la guerre, une guerre qui se tient en Europe en ce moment même, avec les chefs d'état-major, les personnalités politiques aussi qui préviennent que la menace, elle est là. Finalement, est-ce que les populations, elles ne sont pas plus ouvertes à ce discours ? Je sais pas, mais moi, alors on a été voir plusieurs pays dans le monde. On s'est inspiré de l'Australie, en Ukraine aussi. En Ukraine, il y a pas d'humanitaires qui sont là. Il y a vraiment une entraide incroyable au sein de la population. Ça peut être, on a vu au Tchad, après des inondations, il y a l'île de la Réunion ou Mayotte après les cyclones ou avant même. Et donc, en analysant tous les liens sociaux, on a remarqué quand même qu'en France, il y a une sorte de culture de la verticalité. On attend beaucoup de l'État. Ils viennent nous sauver, et les secours institutionnels. Les populations ne sont pas préparées, en fait, ici en France. Et les populations sont, du coup, dans cette attente fragilisée, alors qu'il se passe beaucoup de choses. Les gens improvisent, les gens font des choses, s'auto-organisent avant l'arrivée des secours. Le fait de les mettre dans une position d'attente, finalement, ça fragilise. Donc, la proposition du réseau des tempêtes, ça s'adresse aux citoyens, aux habitants. Retrouvons la confiance entre nous, et la confiance en nous pour s'organiser et faire des choses avant même l'arrivée des secours. Parce que parfois, les secours n'arrivent pas, ils n'ont pas la possibilité. Il y a des méga-feux, il y a des catastrophes de plus en plus graves. Et au plus haut niveau de l'État aussi, on dit... on se rend compte qu'on aura besoin des citoyens. Les secours seuls ne suffiront pas. Donc l'idée, c'est auto-organisons-nous. Et si l'État arrive et les secours arrivent, articulons cela avec les secours. On a une énorme marge de manœuvre en termes d'encapacitation des citoyens. Et on peut s'inspirer de beaucoup de pays dans le monde qui le font déjà. Et justement, est-ce que vous vous êtes inspiré aussi de certains pays scandinaves ? On en parle beaucoup sur LCI, qui sont très préparés aux crises. On a vu qu'il y avait des fascicules qui étaient distribués à toute la population pour se préparer face à des crises, qu'elles soient climatiques, industrielles, des catastrophes naturelles. Ces populations, finalement, savent ce qu'il faut faire. Elles savent... qu'il faut avoir chez soi un minimum, elles savent manipuler des radios, voilà, elles sont mieux préparées que nous. Est-ce que vous êtes nourris aussi de tout ça ? Oui, absolument. C'est vraiment une relation, justement, que je disais, verticale entre le pouvoir et les citoyens, de confiance. Et aujourd'hui, moi, ce que j'observe, mais je ne suis pas le seul, il y a des sondages là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de méfiance et voire de défiance. Vis-à-vis de l'État, des autorités, c'est moins qu'on puisse dire aujourd'hui. Et ça, c'est très dangereux quand il y a une catastrophe. C'est-à-dire le vivre ensemble, le nous, la membrane qui fait la France, qui fait l'Europe, qui fait toutes nos membranes d'identité, d'appartenance que nous avons, elles sont toutes entrelacées, elles se fragilisent. Et c'est vraiment important de retrouver de la confiance. Et donc ça vient des deux côtés. C'est pas seulement un effort des citoyens, c'est aussi un effort de la part des autorités de se remettre à faire confiance. Et donc, ça se fait pas tout seul. Il faudra le faire sur le terrain, s'entraîner, faire des exercices ensemble, apprendre à jouer. Finalement, on est des primates. Les humains sont une espèce de primates et on apprend en jouant. Et donc, le jeu, c'est un mélange de peur et de joie. On cadre la peur dans un jeu, un serious game ou quelque chose qu'on peut faire. On s'entraîne en fait aux catastrophes. Et en faisant cela, on sécurise. On risque rien, mais on va aux limites de nos peurs. On apprend à apprivoiser nos peurs et on apprend surtout à connaître
Connaître les pompiers, la sécurité civile, la Croix-Rouge, connaître le maire, connaître les gens qui sont motivés aussi et se connaître entre voisins. Oui, et qui sont autour de nous, effectivement. Vous parlez aussi de bunker dans ce livre. Alors, c'est vrai que vous dites que c'est le symbole du repli sur soi, symbole d'un monde de clôture et d'enfermement. Nous, on en avait un peu une autre idée, plutôt un bunker qui pouvait aider les gens à se protéger. Voilà, on a vu ce que ça peut donner en Ukraine, on a vu ce que ça pouvait donner aussi en Israël. Donc, on avait plutôt une idée positive du bunker. Vous dites plutôt l'inverse. Oui, le bunker, effectivement, quand il y a du vent, une tempête ou un bombardement, c'est utile. Mais c'est utile temporairement. Le bunker, c'est utile quand c'est une pause dans la vie. Mais quand on en fait une idéologie ou un réflexe non pas de survie, mais de vie, quand on se dit les ultra-riches, en fait, ils ont des bunkers en Nouvelle-Zélande, en fait, ils font sécession, c'est-à-dire qu'ils partent s'isoler et on croit qu'ils vont vivre là-bas et vivre à long terme, survivre à long terme, en fait. Et en fait, cette idéologie-là, elle est toxique parce qu'elle casse le lien social. En fait, le fait que des gens aillent s'installer dans des bunkers alors que nous, on n'a pas de bunker, mais alors on n'a plus envie de participer à cette société. Et finalement, le vrai bunker, ce sont les liens sociaux. Si on a des bons liens sociaux, on n'a pas besoin de bunker. Bon, sauf s'il y a une attaque nucléaire ou une grosse tempête. Mais alors, partageons les bunkers. Effectivement. Je le disais dans mon introduction, quand vous avez commencé par l'étude des catastrophes et vous avez écrit des ouvrages fondateurs de la collapsologie, vous avez écrit sur l'entraide, et vous expliquez finalement que faire des recherches sur l'entraide vous a redonné confiance et que ça vous a donné, finalement, vous êtes senti assez fort pour retourner, pour continuer à étudier les catastrophes. Finalement, c'est un cercle vertueux tout cela, parce que quand vous avez commencé avec comment tout peut s'effondrer, mais c'est vrai que vous avez été étonné aussi du retour et vous avez compris que vous aviez fait peur finalement à votre audience. Oui, ça je l'ai compris trop tard, parce que moi j'ai besoin de la peur pour me mettre en mouvement, mais c'est comme ça. Mais j'ai découvert qu'il y a des gens qui se sont mis en mouvement et d'autres qui ont été inhibés. Moi en fait j'étudie, c'est mes deux passions, les catastrophes et l'entraide, et je les ai vraiment fait en parallèle, approfondi en parallèle. Ça a donné différents livres, et aujourd'hui avec ce livre Le réseau des tempêtes, j'articule. C'est-à-dire que pour moi c'est le passage à l'action, c'est la logique ultime des deux, les deux aboutissements, des deux études en parallèle. Et l'étude des catastrophes, pour moi, elle me donne de l'espoir. C'est vraiment un message d'espérance. En fait, les crises, ça va nous obliger à nous entraider. Et ceux qui s'entraident pas, les plus individualistes, en fait, ils mourront en premier. C'est ça la clé, parce que quand on choisit le court terme, de vite survivre au court terme, on ne choisit pas le long terme. On n'investit pas dans le long terme. Et à long terme, ceux qui survivent, c'est ceux qui s'entraident. C'est un principe du vivant. Oui. Aujourd'hui, Pablo Servigne, la réalité dépasse même la fiction. Les crises politiques, géopolitiques. Donald Trump qui déclarait il y a quelques jours à la tribune de l'ONU que le changement climatique était finalement la plus grande arnaque du siècle. 7 limites planétaires qui sont désormais dépassées sur 9. Cela ne vous surprend pas, j'imagine. C'est ce que vous aviez écrit même, d'ailleurs, prédit ? Moi, j'irai pas jusqu'à prédit, mais oui, ça me surprend pas. Pour moi, c'est Donald Trump, la plus grande arnaque du siècle. Mais c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Et cette montée de la violence, moi, que j'appelle horizontale. En fait, c'est le monde de la compétition qui est en train de prendre le pouvoir. La compétition détruit tout, elle détruit les sociétés. J'appelle ça la violence horizontale. Mais ce qu'on voit arriver aussi, c'est la violence verticale. Nos sociétés hautement hiérarchisées, de hiérarchie pyramidale, elles amènent une violence de classe, une stratification sociale. Et ça, c'est de la violence verticale. Qu'est-ce que c'est la conjonction de la violence verticale et de la violence horizontale entre les peuples ? C'est le fascisme. Et c'est finalement, on pourrait le voir, si on prend du recul, comme un stade de l'effondrement des sociétés. Et en s'effondrant dans ce tumulte, dans ce chaos de violence de plus en plus extrême, ça détruit la biosphère. C'est un effondrement des sociétés et de la biosphère. Pour moi, la seule solution, c'est de diminuer les niveaux de violence, de retrouver, de s'entraider, en fait. On n'a pas le choix. Et en fait, après, dans peut-être 1 ou 2 siècles, vous verrez, ceux qui survivront, c'est ceux qui auront réussi à s'entraider. Alors,
Vous dites aussi qu'on a des réponses inadaptées aux crises. Vous avez dit, par exemple, voilà, en parlant de cette classe politique, ils ne font qu'accélérer le désastre. Ils croient se sauver à eux seuls à court terme, mais condamnent le collectif à long terme. C'est comme investir dans l'air conditionné pour traverser le dérèglement climatique. Le confort égoïste instantané aggrave le problème général. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'air conditionné quand on a eu cette canicule au mois de juin, début juillet. Voilà, c'est un exemple de cette réponse complètement inadaptée. Ouais, c'est compliqué parce qu'on est tous pris dans des équilibres, des choix aussi à faire. Et finalement, tous ces problèmes nous dépassent complètement. Face aux grandes crises, où sont les prises? Quels sont les leviers politiques? Et en fait, je crois que les gens n'ont pas vraiment il n'y a pas de grande solution et on est tous un peu perdus. Et du coup, l'invitation aussi de retrouver du lien de proximité, du lien dense, ça diminue les niveaux de peur, ça nous donne des ressources pour passer à l'action, pour faire des petites actions. Et ces petites actions en donnent des moyennes, puis des grandes. Et en fait, les solutions, elles ne sont que collectives. Mais ce collectif, il commence par les liens. Donc, pour moi, c'est la base de tout. Et c'est là qu'on retrouvera du sens, des liens et de la joie. C'est ce qui fait de nous... des humains épanouis et heureux et fiers de faire quelque chose sur cette terre. En écrivant sur l'entraide aussi, ce que vous dites qu'on a finalement perdu la bataille du changement climatique et donc il faut tout miser sur la préparation face aux crises? Je dirais pas qu'on a perdu, on a perdu quelques batailles, mais il y a toujours des choses à faire. Il est trop tard pour certaines choses, il n'est pas encore trop tard pour d'autres. Non, il est toujours temps de se lever le matin et de se bouger. Moi, j'ai pas perdu du tout l'espérance. Bon, alors l'espoir, je trouve que c'est un peu passif. C'est attendre quelqu'un, espoir, esperar, il y a quelque chose de... Ça vient d'espagnol, esperar. Enfin, c'est quelque chose de passif. Moi, je vois plutôt l'espérance, c'est un mot que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui est actif. Je me lève le matin, je crois en ça, j'y vais. Peu importe si on a des chances de réussir ou pas, je trouve que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et c'est ça que je ressens en écrivant ce livre. C'est vraiment un sentiment, une intuition. C'est comme si ce livre m'avait demandé de l'écrire. Voilà. Vous aviez dit il y a plusieurs années, quand vous étiez venu dans le podcast aussi Impact Positif, vous aviez dit c'est quand on se met en mouvement que l'espoir renaît. Alors là, pour le coup, vous aviez dit espoir. Est-ce que c'est quelque chose que vous dites encore aujourd'hui? Oui, absolument. Ouais. Et c'est vraiment les petits pas qui font les grands pas, les moyens pas et les grands pas. Et pour moi, alors bizarrement, c'est la peur qui me met en mouvement. Mais je suis fait comme ça, je découvre que d'autres gens ne sont pas faits comme ça. Et après, j'ai besoin du collectif. Et le collectif m'amène de la joie, des frissons, quelque chose qui me donne du sens. Ça, c'est vraiment, je le ressens au plus profond. Et je le ressens en découvrant aussi les mouvements, tout ce qui se fait. Mais sur les petits pas, Pablo Servigne, vous savez que les petits pas, ça suffit pas. Non, vous êtes chercheur, vous savez que les réponses, elles peuvent effectivement être collectives au niveau des citoyens, mais elles sont aussi... elles sont massives. Elles sont massives, elles viennent des États, elles viennent de la planète entière, sinon rien n'est possible. Les petits pas sont nécessaires, mais pas suffisants. On peut rien faire sans petits pas. Et inversement. Enfin, s'il y a que les petits pas, on s'en sortira pas. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'articuler les deux. C'est de retrouver une force individuelle, au fond. Ça, on le fait avec les ressources, lien, sens et joie. Et après, retrouver la puissance du collectif. Donc, il faut arriver à analyser le collectif, pourquoi. Et donc, cette grille de lecture, pour moi, elle m'aide d'arriver à combattre ce monstre qui est mythologique, qui est la compétition. Tous les gens qui prônent plus de compétition, en fait, ils sont en train de briser la société. Et il faut s'unir. Il y a qu'une solution. L'histoire nous montre que les solutions, elles viennent de l'union et du peuple. Des gens, quoi. Ouais, il n'y a que ça. Merci beaucoup, en tout cas, Pablo Servigne, d'être venu sur LCI pour Impact Positif. C'est une émission que vous pouvez revoir en intégralité sur tf1info.fr et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, Pablo Servigne. Merci.